Apparence que les premiers colons qui sont arrivés ici, ils ont travaillé fort en bébête pour arriver à survivre. Je comprends donc. Traverser des marécages, défricher et cultiver, ils en ont arraché pour à peu près. Une chance pour eux autres qui avaient le bon Dieu de leur bord. Ouais. Ces premiers colons-là, c'était tous des bons chrétiens. Bons chrétiens, bons chrétiens. Y allaient-tu à la messe? Pour ça, il aurait fallu qu'il y ait une église. Il y avait pas d'église? Non seulement il n'y a pas d'église, mais il n'y a même pas de monsieur le curé. Ça veut dire pas de baptême? C'est ça. Pas de mariage? C'est ça. Même pas de funérailles? C'est ça. Pas de curé? Voyons donc. J'en reviens pas. Nous sommes au Bas-Canada dans les années 1830-40. On le sait, c'est une période qui est très difficile. Il y a une grave crise agricole qui sévit, la famine même s'installe. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de colons qui quittent l'espace seigneurial le long du fleuve pour s'en venir dans la région des Bois-Francs. C'est comme ça que tranquillement, pas vite, on va voir apparaître des îlots de peuplement, là où naîtront bientôt Arthabaska, Princeville, Plessisville, Saint-Norbert, Victoriaville et même plusieurs autres villages. Avant de devenir autosuffisants, ces colons-là vont connaître 1000 misères. Ils doivent traverser les savanes, ils doivent se loger, se nourrir, ils doivent défricher, cultiver. Il faut penser à au moins 3 ans, 4 ans avant de vivre l'autosuffisance. Mais une douleur qui les afflige particulièrement, c'est l'absence du prêtre. Ces gens-là sont profondément croyants et sont profondément attachés aux rituels catholiques qu'ils connaissaient dans leurs anciennes paroisses le long du fleuve, comme le baptême, le mariage, les funérailles et l'inhumation en terre consacrée dans un cimetière. Une fois dans les Bois-Francs, ils sont privés de toutes ces choses. Charles-Édouard Mayotte nous en parle dans son Histoire des Bois-Francs. Pendant 5 années, les premiers défricheurs de Sainte-Victoire d'Arthabaska furent privés de la visite de l'homme de Dieu. Il leur fallait, pour les baptêmes, descendre dans les paroisses du fleuve, voyage qu'on ne pouvait faire par voiture qu'en hiver. Faute de prêtre, on fait pour le mieux. On va planter des croix où on va se réunir le dimanche, on se rassemble, et là on fait ses dévotions, on entonne des chants religieux, on dit le chapelet. Certains sont plus zélés que d'autres. Si le prêtre ne vient pas à nous, nous irons au prêtre. Ils n'hésiteront donc pas à faire le voyage des Bois-Francs pour aller chercher les secours de la religion dans les anciennes paroisses le long du fleuve. On connaît le cas de Charles Beauchesne et de François Marchand. Au mois de janvier 1836, ils vont aller faire baptiser leurs enfants en plein hiver à Gentilly. On connaît aussi le cas pas mal plus douloureux de Charles Héon, le fondateur du village de Saint-Louis de Blandford en 1825. 3 ans plus tard, en 1828, son jeune frère Georges décède d'une pleurésie. Charles Héon ne peut se résigner à enterrer le corps de son frère comme ça en plein bois. Alors, que va-t-il faire? Il va prendre le corps, il va le mettre dans un canot et il va entreprendre le voyage jusqu'à la paroisse de Bécancour avec tous les portages que cela suppose. C'est quand même une entreprise assez laborieuse. Mais le cas le plus surprenant, c'est celui de Jean-Baptiste Ouellette du canton d'Arthabaska. Au mois de mars 1839, sa femme, Victoire Verville, décède. On n'en connaît pas la cause. Mais elle lui laisse sur les bras 3 enfants en bas âge. Que va faire Jean-Baptiste Ouellette? Il va confier ces 3 enfants à un voisin ici, dans le canton d'Arthabaska. Il va prendre le corps de sa femme et il va le transporter jusqu'à la paroisse de Gentilly pour le faire inhumer en terre consacrée. Il va revenir dans les Bois-Francs 1 mois plus tard, mais il a pris la précaution de se remarier avant de revenir. On le voit, les colons des Bois-Francs, même laissés à eux-mêmes, restent très attachés à leurs rituels religieux. Il ne leur manque que le prêtre,
Il va bien falloir que d'autres prêtres finissent par arriver, là. Ça n'a pas d'allure. C'est sûr. Mais c'est qui vous a envoyé, ces prêtres-là? Ben, ça doit être Monseigneur l'évêque, là. J'en vois pas d'autres. Il doit pas envoyer n'importe qui. Pourquoi faire, tu dis ça? Ça prend du monde fait fort pas ordinaire. Il y avait pas le choix. Fallait qu'ils traversent des savanes puis qu'ils voyagent beau temps, mauvais temps dans le bois. Ouais, il fallait pas qu'ils aient peur de saler leur soutane. Surtout qu'il y avait même pas de chemin de fête. Mais il fallait qu'ils se rendent à Stanford, à Somerset, à celui de Blenford, puis dans le canton d'Arthabasca. C'est pas à la porte, ça. Mais les premiers qui sont venus, là, c'était qui? Puis ils venaient d'où? Il n'est pas question pour l'Église catholique d'abandonner les colons des Bois-Francs, de les laisser sans les secours de la religion. Le problème, c'est qu'on manque de prêtres. À cette époque-là, on compte à peu près 300 prêtres pour une population totale de 500 000 habitants dans la colonie. Alors, pour les Bois-Francs, on n'aura pas le choix. On va faire appel à des curés et à des vicaires qui sont déjà installés dans les vieilles paroisses le long du fleuve. Ces gens-là vont devoir quitter le confort de leur presbytère pour venir porter l'Évangile dans les îlots de peuplement des Bois-Francs. Nous sommes actuellement au village de Gentilly, une des plus vieilles paroisses de la colonie, en fait qui date de l'époque de la Nouvelle-France. C'est d'ici, en 1838, que va partir le tout premier missionnaire à venir œuvrer dans les Bois-Francs. Son nom, Olivier Larue. Il a 38 ans et il est maintenant curé à Gentilly. On peut dire que c'est un prêtre d'expérience parce qu'il a déjà exercé son ministère à Cap-Santé, à Yamachiche et à Pointe-du-Lac. De 1838 à 1840, on sait qu'il va effectuer 12 à 13 passages dans les différents îlots de peuplement des Bois-Francs. Olivier Larue va effectuer son premier passage dans les Bois-Francs au mois de février 1838. On sait qu'il est allé chez un dénommé Hamel, dans le canton d'Arthabasca, et qu'il y a célébré une messe. Son deuxième passage, en janvier 1839, toujours en plein hiver. Et là, il va revenir dans le canton d'Arthabasca, chez Valère Lavigne, là où est aujourd'hui le réservoir Baudette, toujours pour célébrer une messe. Si vous passez sur la rue Garand à Victoriaville, il y a une croix qui commémore cet événement. Olivier Larue va profiter de son deuxième passage dans les Bois-Francs en 1839 pour effectuer le tout premier recensement de la région. En fait, il faut avoir en tête que cette région-là, 10 ans plus tôt, était pratiquement inhabitée. Population des Bois-Francs en 1839. Somerset, 177 âmes. Stanford, 425 âmes. Arthabasca, 212 âmes. Bulstrode, 92 âmes. Warwick, 53 âmes. Blandford, 230 âmes. Olivier Larue trouve bien lourde sa charge de missionnaire dans les Bois-Francs. Aussi, il va adresser une demande d'aide à Monseigneur Joseph Signé, qui est archevêque de Québec. Monseigneur Signé va recevoir favorablement la demande d'aide d'Olivier Larue et il va confier au jeune vicaire Denis Marcoux, qui est âgé d'à peine 24 ans, la mission d'aller porter l'Évangile dans les cantons de Blandford, de Stanford, de Somerset, d'Arthabasca, de Warwick et de Bulstrode. Il va prendre soin dans sa lettre de lui souhaiter courage et santé dans l'accomplissement de sa mission. Denis Marcoux, malgré son jeune âge, semble être doté d'une bien faible constitution. Il se fait porter malade et il va falloir tout un coup de semonce de Monseigneur Signé pour finalement le mettre à l'ouvrage à l'hiver 1840. À présent que j'ai lieu de croire que vous vous êtes suffisamment reposé dans votre famille, je vous informe qu'il faut vous remettre à l'ouvrage. Vous aurez donc soin de vous mettre en route pour votre nouvelle destination, de manière à y être rendu, s'il est possible, pour dimanche prochain. L'abbé Denis Marcoux va donc avoir attendu 2 ans
avant de vraiment entreprendre sa vie de missionnaire dans les Bois-Francs. Du mois de février au mois d'août 1840, il va effectuer 4 passages dans la région. Il va dire la messe, il va baptiser des nouveau-nés. Il va même donner la communion, la première communion, à 9 enfants du canton d'Arthabasca. Es-tu en train de me dire que les premiers prêtres venaient juste 3-4 fois par mois? Pas par mois, ma Constance, par année. Bonne Sainte-Anne! Ben, il devait aller d'un canton à l'autre, pense-y. Ça a-tu de l'allure? C'est vrai que t'aurais eu du trouble à te confesser aussi peu souvent. Artémise! Je te pensais mon ami! Tu sais que j'aime ça t'étriver un peu. Je sais bien, là. Ouais, c'est bien beau le partage d'un curé, mais les colons des Bois-Francs, ils vont-tu finir par en avoir un curé juste à eux autres? Septembre 1840, grande nouvelle pour les colons des Bois-Francs. Ils auront maintenant droit à un prêtre bien à eux. C'est que Monseigneur Joseph Signé, l'archevêque de Québec, vient de confier à l'abbé Clovis Gagnon la charge de desservir les cantons de Somerset, Stanford, Blandford, Arthabasca et Warwick. Rappelons qu'à cette époque, aucune route ne relie ces cantons des Bois-Francs. Même parfois, pour aller d'un îlot de peuplement à l'autre, il faut traverser les savanes, celle de Blandford et celle de Stanford. Clovis Gagnon n'a que 30 ans. Il est dans la force de l'âge. Et là, maintenant, il va vivre de façon permanente au cœur des Bois-Francs. De 1840 à 1844, il va s'installer à Somerset, qui est aujourd'hui Plessisville. Et de 1844 à 48, il va plutôt vivre au village de Saint-Norbert. Clovis Gagnon va accomplir son apostolat avec un zèle inégalé. C'est un véritable phénomène. Partout, on le voit aller à la rencontre des colons pour aller dire la messe, pour aller baptiser un nouveau-né, pour aller porter les secours de la religion à un mourant. Il va à pied, il va à cheval, il va en raquette. Il va se tailler une réputation très enviable chez les colons des Bois-Francs. Monsieur Clovis Gagnon a été considéré dans son temps comme le plus grand, le plus intrépide et le plus infatigable marcheur que nos cantons aient jamais porté. On lui attribue même plusieurs exploits. Celui qui l'aurait rencontré en pleine forêt ou traversant la fameuse savane de Stanford, son bréviaire suspendu au cou, un bâton dans une main, une torche allumée dans l'autre, aurait bien reconnu le vrai missionnaire, l'homme de Dieu. Monsieur Louis Prince disait qu'il avait une fois traversé la rivière Nicolet avec lui, à la raquette, et qu'ils enfonçaient tous deux dans la neige et dans l'eau jusqu'à une profondeur de 7 à 8 pouces. C'était aux yeux de M. Prince une espèce de miracle que de voir la santé de M. Gagnon se soutenir au milieu des misères semblables et presque journalières. Charles-Édouard Mayotte rapporte que dans la seule journée du 29 avril 1842, Clovis Gagnon aurait parcouru 12 longues lieues, soit à peu près 30 kilomètres, 2 lieues à cheval et 10 lieues à pied, dont 6 dans la terrible savane de Stanford. Et tout ça pour aller confesser un mourant et lui administrer les derniers sacrements. Hey, Clovis Gagnon, c'était tout un numéro. Ça avait duré pas rien qu'un peu. Hey, il a marché Bois-Francs de bord en bord. On pourra dire qu'il a gagné son ciel des Bois-Francs. Amen! Mais juste un prêtre, là, même zélé, c'est pas beaucoup. Hey, puis oublie pas, là, c'était juste un curé pour tous les cantons des Bois-Francs. Ça a-tu de l'allure? Hey, il y en avait au moins un. Mais pour une région grande comme chez nous, ça n'a pas d'allure. Ben, c'était le même, qu'est-ce que tu veux? Il va bien finir par en arriver un autre à un moment donné. En 1840, la population des Bois-Francs s'établit à 1100 habitants. En 1844, il est clair maintenant que Clovis Gagnon ne peut plus suffire seul à la tâche. C'est pourquoi cette tâche, on va la scinder en deux. Et c'est maintenant l'abbé Charles-Édouard Bélanger qui va se faire confier les cantons de Somerset, Stanford et Blandford, soit aujourd'hui Plessisville, Princeville et Saint-Louis. Ce qui implique, on s'en doute, la traversée fréquente des savanes de Blandford et de Stanford. C'est sans doute pourquoi Charles-Édouard Bélanger va se faire l'instigateur de 2 requêtes qui vont être adressées aux autorités pour réclamer la construction de chemins
là où sont les savanes. Il va être exaucé, mais un peu trop tard, parce que lui-même va mourir en plein cœur d'une savane, celle de Stanford. Aujourd'hui, il y a une croix qui est plantée à l'endroit même où Charles-Édouard Bélanger a rendu l'âme. Nous sommes le dimanche 23 novembre 1845 au village de Somerset, qui aujourd'hui est Plessisville. L'abbé Charles-Édouard Bélanger va dire la messe, il va dire les vêpres, il va célébrer un mariage, mais il doit d'urgence se rendre jusqu'à Saint-Louis de Blandford pour régler un problème de localisation d'école. Pour régler ce problème-là, il va se faire accompagner par le notaire Cormier, qui lui aussi est de Somerset. C'est une journée terrible. On est le 23 novembre, il tombe une pluie froide, c'est très venteux, de temps en temps ça va tourner en neige, mais les deux hommes se mettent en route et ils doivent d'abord se rendre à Stanford, qui aujourd'hui est Princeville. Ils arrivent à Stanford vers 3h30 de l'après-midi, ce qui veut dire que à ce temps-là de l'année, la journée est déjà très avancée. Ils vont faire une pause chez un dénommé Rivard. Et là, on va leur déconseiller de poursuivre leur route, on va leur suggérer fortement, on va leur recommander fortement de passer la nuit à Stanford. Pourquoi? Parce que pour se rendre de Stanford à Saint-Louis de Blandford, il faut traverser la terrible savane de Stanford. Ça veut dire avancer dans le bourbier, avancer dans l'eau jusqu'aux genoux, avancer dans les pieds dans les racines. Alors, c'est pas recommandé vu que la journée est déjà très avancée. Mais l'abbé Bélanger est pressé d'aller régler son problème et de revenir à Somerset. Alors, il s'entête dans son projet et il va poursuivre sa route vers Saint-Louis de Blandford. Donc, il s'engage dans la fameuse savane de Stanford. Il est toujours accompagné par le notaire Cormier et ils vont même se faire accompagner par un citoyen qui connaît bien la savane de Stanford et qui va les aider donc dans cette pénible traversée. Alors, ils s'engagent dans la savane et ce qu'ils espèrent, c'est se rendre au milieu de la savane où il y a une cabane. On dit la cabane du bonhomme Grondin, qui est située à peu près au cœur de la savane. Et là, ils se disent, nous pourrons faire une pause, allumer notre fanal et poursuivre notre route jusqu'à Saint-Louis. La nuit va les surprendre alors qu'ils arrivent à un endroit où il y a une petite élévation qu'on appelle la butte ronde. Alors, ils vont se reposer, ils sont déjà très fatigués. Et là, ils essaient d'allumer leur fanal. Le problème, c'est que l'humidité est telle que la mèche refuse de prendre feu, et là, ils se retrouvent dans l'obscurité complète. Donc, les deux hommes sont pris comme ça au cœur de la savane, et ils n'ont pas vraiment d'autre choix que d'essayer de rejoindre le refuge, la cabane du bonhomme Grondin, qui est située en plein milieu de la savane. Alors, ils continuent donc leur route tant bien que mal, ils essaient de s'orienter comme ils peuvent, mais à un moment donné, ils vont rencontrer une zone particulièrement pénible et particulièrement marécageuse, et sans trop s'en rendre compte, ils vont revenir sur leurs pas, et donc ils reviennent vers le village de Stanford, mais toujours sans s'en rendre compte. Et c'est là que Ambroise Pépin, qui les accompagnait, celui qui connaît bien la savane, va se dire complètement épuisé. Et Ambroise Pépin va se laisser choir au sol et carrément, il va dire aux deux autres, « Je suis incapable de continuer avec vous. » Alors, que vont faire l'abbé Bélanger et Cormier? Ils vont dire, on va essayer d'aller chercher du secours, espère-nous, et on va revenir le plus rapidement possible. Donc, ils poursuivent leur route. Et ça prendra pas beaucoup de temps avant que l'abbé Bélanger lui-même, qui avait déjà un problème à une jambe, qui s'était déjà blessé, se laisse choir à son tour et dise au notaire Cormier, « Je suis incapable d'aller plus avant.
je vais me reposer ici. Et le notaire Cormier, là, se sent mal pris et dit, ben, je vais essayer d'aller trouver du secours le plus rapidement possible. Alors, sans trop s'en rendre compte, il va lui-même revenir sur ses pas encore une fois et il va repasser devant la butte ronde, il va voir Ambroise Pépin, mais il revient vers l'abbé Bélanger et là, il rencontre l'abbé Bélanger qui est vraiment à l'agonie. Et là, le notaire Cormier se dit, je dois aller chercher du secours le plus rapidement possible. Mais il va lui-même faire encore quelques pas et il va se laisser tomber. Il va falloir attendre au petit matin pour que des hommes quittent le village de Stanfold pour se rendre à Saint-Louis de Blandford, donc traversent la fameuse savane de Stanfold. Et là, en s'avançant, à un moment donné, il voit une forme noire qui a l'air de bouger. C'est le notaire Cormier qui gît au sol et qui vit et qui est pratiquement à l'agonie. Et là, le notaire Cormier va leur dire, il y a plus loin l'abbé Bélanger, il y a plus loin Ambroise Pépin qu'il faut aller secourir. Et les hommes vont retourner au village de Stanfold, chercher une douzaine de collègues, de camarades, qui vont venir dans le bois. Avec des branches, on va fabriquer des brancards de fortune pour ramener les 3 citoyens jusqu'au village de Stanfold. Malheureusement, ils vont se rendre compte que le seul survivant, c'est le notaire Cormier. Ambroise Pépin a rendu l'âme et ils vont retrouver l'abbé Bélanger à la croix que vous voyez derrière moi. L'abbé Bélanger est un peu assis, il est appuyé sur une branche, il a l'air dans un sommeil et même, on va espérer quelques instants qu'il soit encore en vie, mais on se rend compte que la mort s'est installée et qu'il n'y a plus de vie là. L'abbé Bélanger est bel et bien décédé ici, dans la nuit du 23 au 24 novembre 1845. Voyons donc, c'est bien tragique, cette histoire-là. Hey, mourir en pleine savane, c'est-tu pas effrayant? Finalement, il est mort pour rien. Hey, dis pas ça, ma Constance. C'est ça qui les a décidés à faire un vrai chemin. Pas facile la vie de missionnaire des Bois-Francs. Effectivement. Les colons, ils voyaient pas le bon Dieu bien souvent. Hey, ça devait leur manquer terriblement, surtout avec toutes les misères qu'ils vivaient. Il aurait fallu qu'il y ait une place pour aller prier, là, puis faire la dévotion. Une maison du bon Dieu. Ben, une église, une chapelle, quelque chose. Ça, va falloir qu'on s'en reparle. Oh. Nous sommes devant l'église Saint-Calixte de Plessisville, paroisse où a œuvré et même résidé l'abbé Charles-Édouard Bélanger. En 1932, 87 ans après son décès, les citoyens de l'endroit ont voulu honorer sa mémoire en lui dédiant une magnifique statue qui a longtemps reposé sur le socle que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, pour en faciliter la préservation, on va retrouver la statue à l'intérieur de l'église. Mais le socle demeure intéressant. On retrouve des inscriptions sur ses 4 faces. Nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Calixte, devant la statue de l'abbé Charles-Édouard Bélanger. On le voit, plus grand que nature, marchant comme il faisait à l'époque où il était missionnaire, allant d'une mission ou d'une paroisse à l'autre dans les cantons de Somerset, de Stanfold, de Blandford. Dans une main, il tient un bâton et dans l'autre, un livre, probablement un livre sacré. Et on voit qu'il y a en bandoulière un sac dans lequel sûrement il y a des provisions de route. Cette statue est l'œuvre du fameux sculpteur Alfred Laliberté, celui-là même qui a laissé sa marque dans l'histoire de la sculpture au Québec. On lui doit de nombreuses réalisations, entre autres des statues qui figurent sur la façade de l'Hôtel du Parlement à Québec. Cette statue figure aujourd'hui au répertoire du patrimoine culturel du Québec. Si vous passez par Plessisville, venez donc faire une révérence à l'abbé Bélanger. Il en vaut la peine.
est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.